on a notre PAEC dit Natura 2000. Donc le code, on l'a un tout petit peu évoqué, c'est le PAEC dit 10XN. Alors systématiquement, les codes, je reviendrai dessus dans le détail au moment des cahiers des charges, mais c'est toujours la même construction. Vous allez avoir 10 quand ça va être un PAEC qui se réfère au département de l'Aube, et vous allez avoir après un X quelque chose ou un 1 quelque chose pour référer finalement au zonage. XN, N comme Natura 2000, c'est comme ça que c'est structuré. Donc finalement, sur notre département, porté par la Chambre, parce qu'on a quelques zonages en plus portés par le PNRFO, par le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, on a en gros la vallée de la Seine, grosso modo entre Méry-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. On a le secteur de la vallée de l'Aube, avec toute la partie en gros entre Arcis-sur-Aube et puis Longueville-sur-Aube. La partie de la Voire-et-les-Rhônes avec les secteurs de Lantilles, de Ampigny, tous ces secteurs là-haut. Et on a le gros site Natura 2000 du Barrois. Donc ça, voilà, c'est 4 grands secteurs qu'on a sur le département qui sont pilotés par nous. Sinon, on a quelques secteurs aussi ouverts par le parc. Donc ça va ouvrir un certain nombre de mesures. On a en complément, je vais zoomer si je peux, on a en complément ce qu'on appelle le PAEC dit biodiversité de niveau 2. Niveau 2, pourquoi? Parce qu'en termes de priorisation de financement, on est un petit peu en deçà. Donc, si jamais l'enveloppe n'était pas suffisante, ceux qui demandent des MAEC dans ce type de territoire pourraient éventuellement être refusés par faute d'enveloppe budgétaire disponible. Mais c'est sensiblement, en termes de catalogue des MAEC, la même chose que sur Natura 2000. On l'a proposé pour nous permettre d'avoir une continuité pour ceux qui connaissent, entre le Natura 2000 de la Voire-et-les-Rhônes et la zone animée par le parc. Donc ça permet d'avoir cette continuité-là dans le dispositif MAEC du secteur, en sachant qu'on s'est appuyé sur des enjeux, notamment oiseaux, pour pouvoir demander du financement sur ce territoire-là. On a ensuite, alors ça c'est des fractions, c'est assez compliqué à voir, mais notamment entre la vallée de l'Aube, la vallée de la Seine et en allant en direction du lac du Der, on a comblé un petit peu les trous, avec notamment un financement agence de l'eau. Vous voyez, le code il a un petit peu changé, c'est plus du 10X quelque chose, c'est du 101E pour en fait un financement agence de l'eau. L'objectif c'était quoi de ce PAEC-là? C'était de se dire on va compléter finalement les trous dans la raquette qu'on avait par rapport à nos sites Natura 2000. Les trous que vous voyez en vallée de l'Aube, c'est finalement tous les espaces qui manquent et qui sont plutôt classés en Natura 2000, en essayant de remonter jusqu'à la Voire-et-les-Rhônes, puisque pour ceux qui connaissaient éventuellement le dispositif entre 2015 et 2022, on avait à l'époque un grand PAEC sur ce secteur-là qui a été financé Agence de l'eau et sur lesquels l'Agence de l'eau ne s'est pas repositionnée. Donc on a essayé de rattraper un tout petit peu les choses en ouvrant des zones disponibles, notamment le long de la vallée de l'Aube, pour essayer de préserver un minimum d'engagement. On a le PAEC 10 zones intermédiaires qui lui concerne finalement toute la zone entre finalement le sud de la forêt d'Orient en passant par le Bar-Sécanet, le Barrois et en remontant côté secteur de l'Armance. Grosso modo, vous êtes, hop, le petit pointeur, vous êtes sur des secteurs, là on est sur Fresnay, grosso modo. Et là, vous êtes sur, pour ceux qui connaissent, on est sur Linière, tous ces secteurs-là. Linière, chez Sillepré, tous ces secteurs-là. Donc on a toutes ces diagonales-là qui correspondent à la zone intermédiaire du département de l'Aube et dans lequel on a 2 MAEC systèmes, notamment pour la promotion des bas niveaux d'intrants, qui sont disponibles et ouvertes en 2026. Le code 10XZ, 10 départements de l'Aube et le Z pour zone intermédiaire. Et enfin, on a notre PAEC aire de captage, où cette année, il n'y a que l'aire de captage de Bar-sur-Aube à la demande du syndicat des eaux qui a été ouverte, avec une MAEC qui est une MAEC sur les phytosanitaires, sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Alors je sais que c'est très abstrait, là on parle de territoire, tout ça, mais vous allez un peu mieux comprendre avec le déroulé des cahiers des charges.
Petits éléments clés, sur des notions qu'on va évoquer au travers des cahiers des charges. La première qu'il faut avoir en tête, c'est la notion de fertilisation. Je vais vous parler notamment de seuil maximum de fertilisation azotée à ne pas dépasser. Je parlerai de fertilisation azotée en azote utile. Ce n'était pas forcément et systématiquement le cas dans la précédente programmation. On parlait d'azote total. Là, on parle bien d'azote azoté. On parle bien de fertilisation azotée utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe par de l'organique, il faudra bien penser dans vos calculs pour voir si on est dans les clous ou pas dans les clous. Bien calculer en fonction de la matière à apporter, en fonction de la période à laquelle elle est apportée, de ramener tout ça avec ses coefficients pour calculer ce qu'on a comme unité d'azote efficace. Donc ça, c'est une petite notion à voir. Globalement, ce qu'on constate, c'est que ça nous permet un peu plus de fertiliser par rapport au seuil qu'on avait avant en azote total. Mais voilà, ces petites notions à avoir en tête et sur lesquelles il faut être prudent. On parlera aussi beaucoup de taux de chargement à respecter. Donc là, on va parler notamment de taux de chargement instantané, de taux de chargement moyen annuel. Et donc, la seule petite différence que vous aurez avec ce qu'on connaît dans les taux de conversion à la PAC, c'est notamment les bovins de moins de 6 mois. Les bovins de 6 mois à 2 ans qui sont à 0,4 à la PAC et qui passent à 0,6 au niveau des MEC. Bon, généralement, ça ne bouleverse pas complètement le schéma, mais voilà, c'est à avoir en tête pour ne pas des fois dépasser le montant des UGB. Très rapidement, pour rappeler, UGB instantané, c'est bien évidemment le nombre d'UGB sur la surface de la parcelle et le taux de chargement moyen annuel. On va être sur le calcul qui comprend du coup le nombre d'UGB pâturant sur une parcelle avec le nombre de jours de pâturage ramené à la surface de la parcelle au niveau de l'année. Mais ça, vous aurez tout le détail. On recalculera bien évidemment, si vous êtes amené à contractualiser, on recalculera avec vous pour être sûr qu'on est bien dans les clous et ce que ça engage en termes de pression de pâturage. Premier type d'MAEC. Donc là, on va être sur ce qu'on appelle des MAEC localisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des MAEC qu'on engage à la parcelle ou sur une partie de parcelle. C'est-à-dire que si, admettons, vous avez une très très grande prairie, vous pouvez engager, admettons une prairie qui fait 20-25 hectares, vous pouvez engager uniquement 10 hectares, 15 hectares de cette parcelle. Les MAEC localisés, c'est vraiment ce principe-là, c'est la parcelle ou une partie de parcelle. Elle se distingue d'autres MAEC qu'on va voir un peu plus tardivement, qui sont les MAEC système, où là, on engage quasiment la totalité de l'exploitation. Donc, les MAEC préservation des milieux humides, niveau 1, niveau 2. Donc, en gros, c'est des MAEC qu'on peut appliquer uniquement aux prairies permanentes. Et le critère supplémentaire, c'est des prairies permanentes qu'on dit humides, en majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit votre parcelle, elle est déjà dans un zonage en fait qui est reconnu comme étant potentiellement humide. C'est le cas des zones humides potentielles fournies par l'Adréal ou pour ceux qui sont côté forêt d'Orient pour tout le travail qui a été fait dans la classification de la BCE2 sur les parcelles humides non humides. Si jamais votre parcelle n'est pas dans un de ces zonages-là, nous, sauf si bien évidemment c'est un tas de cailloux, mais on s'engage à aller dans la parcelle pour éventuellement faire quelques sondages à la tarière et voir ce qu'il en est. Et la plupart du temps, ça nous permet malgré tout de raccrocher la parcelle et de la rendre éligible à ce type d'MAEC-là. Donc voilà, le côté humide, c'est se dire, si on est dans le zonage, ok, parfait. Si on n'est pas dans le zonage, on met quelques coups de tarière pour confirmer ou infirmer la possibilité de contrôler, de respecter ce critère de zone humide en dominance de la parcelle. Elle est applicable sur les zones Natura 2000, sur ce qu'on appelait la zone de biodiversité 2, c'était le fameux territoire que vous aviez vu entre la Voire et l'Héronne et le parc naturel régional, la zone en orangé, et le PAEC dit zone humide. Donc typiquement, vous ne la retrouverez pas sur la zone intermédiaire, vous ne la retrouverez pas sur l'aire de captage. C'est uniquement sur Natura 2000, biodiversité 2 et zone humide. La codification, si jamais vous souhaitez vous engager dans cette mesure-là, ça va être la suivante. Du GE pour Grand Est, -10 pour l'Aube, XN,
on parlait de Natura 2000 tout à l'heure, tiret, et après, c'est la codification de la mesure. MHU1 pour niveau 1, MHU2 pour niveau 2. Et donc, ça va être systématiquement la même gymnastique. Quand on va passer à biodiversité 2, on va remplacer 10xn par 10x2. Et quand on va être sur zone humide, on va passer sur du 101e. Mais le code de fond reste le même, MHU1, MHU2. C'est quoi Donc, je comprends pas la différence. Pourquoi il y a deux montants unitaires parce qu'en fait, sur le tableau, c'est pareil, surface éligible. Je comprends pas la différence là. Entre le je 1 et vais, le 2. je vais tout vous expliquer. Ah bon. Je ne vais pas vous faire du teasing. Ok, Ça ok. va venir. Donc, on a un niveau 1, on a un niveau 2. On peut l'appliquer uniquement sur une prairie permanente qui est humide. Et l'autre critère d'entrée, c'est d'avoir des animaux déclarés à la PAC. C'est-à-dire avoir un profil plutôt éleveur. Le seuil minimum, c'est du 0,2 UGB hectare. On avait essayé de faire fonctionner ça par tout ce qui était contrat de vente d'herbe sur pied, des choses comme ça. La DDT refuse. Donc là, très clairement, si vous n'avez pas d'animaux déclarés à la PAC, ça va être compliqué. Pour autant, si jamais c'est le cas, en gros, la MEEC, elle va consister en quoi? Il y a principalement deux critères. Un critère sur le taux de chargement et un critère sur la fertilisation. Taux de chargement, c'est quoi? C'est respecter un taux de chargement moyen annuel de 1,2 UGB par hectare. Donc là, c'est bien le nombre d'animaux que je fais pâturer sur une parcelle de X hectares pendant X temps ramené à l'année. Donc ça, c'est nos 1,2 UGB. Et l'autre critère important par rapport au taux de chargement, c'est la question du pâturage en hiver qui doit être extrêmement minime puisqu'on est à 0,5 UGB hectare en instantané du 15 novembre au 14 mars. On peut avoir des dérogations, c'est-à-dire que si, admettons, on a eu une mauvaise récolte de foin parce que l'été a été pluvieux ou je ne sais quoi, on peut demander à la DDT de décaler la rentrée des animaux, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire au 15 novembre, on peut les rentrer par exemple au 1er décembre pour permettre de les avoir un peu plus longtemps en pâture et un peu moins longtemps en étable à taper dans le stock de foin. Donc ça, c'est des choses qui existent. La différence entre le niveau 1 et le niveau 2, c'est la notion de pâturage. C'est-à-dire que si, admettons, vous engagez par exemple 2 parcelles pour une surface totale d'environ 12 hectares, vous pourrez prétendre au niveau 2 sur la totalité des 12 hectares si vous pâturez au moins 6,1 hectares, c'est-à-dire au moins 50% de la superficie totale engagée. Et dans ce contexte-là, si vous pâturez plus des 50%, la totalité de ce que vous engagez, vous pouvez la revaloriser à 210 € hectare. Par contre, toujours sur ces 12 hectares, si vous n'en pâturez par exemple que 3, et ben là, vous pourrez valoriser les 3 hectares à 210, mais par contre, tout le reste sera revalorisé à 150 € hectare, c'est-à-dire plutôt des prêts de fauche. Donc ça, c'est un calcul qu'on fait quand on fait le diagnostic, ça sert notamment à ça, de se dire finalement, dans cette mesure-là, je peux engager tant de surface, tant de parcelles, et finalement, sur ces parcelles-là, qu'est-ce que je fais pâturer, qu'est-ce que je fauche? Et on fait le ratio entre les deux. Et si on est en dominance de pâturage, on peut revaloriser ça et l'ensemble à 210 € hectare. Voilà, donc la petite nuance entre les deux niveaux, elle était à ce niveau-là. On a également des critères au niveau de la fertilisation. On parle uniquement de fertilisation azotée organique. Et là, on est sur du 30 kg hectare par an. La fertilisation azotée minérale est à proscrire, sauf cas particulier. Mais de base, c'est plutôt préférence à la fertilisation organique. Et PK, on est sur du 30 et 90 kg hectare par an. Phytosanitaire à proscrire, mais ça, ce sera une règle pour l'ensemble des MAEC. C'est pas complètement interdit dans le sens où on peut quand même faire des dérogations quand on a des soucis de plantes invasives, des choses comme ça, mais c'est uniquement possible sur dérogation auprès de la DDT. Le renouvellement du couvert est possible si jamais vous avez un problème sur une zone donnée qui est dégradée, etc., ou que vous voulez remettre un petit peu de graminées ou de légumineuses dans la parcelle, c'est jouable.
Et c'est une MAEC qui est cumulable avec la MAEC qu'on va présenter juste après, qui est la MAEC protection d'espèces. Donc si je résume, cette MAEC-là, vous pouvez l'appliquer sur les prairies permanentes, les prairies permanentes qui sont à dominante humide, et pour y prétendre, il faut un minimum d'animaux déclarés à sa PAC. À partir de ça, on regarde si on est dans les clous au niveau du taux de chargement, au niveau des 1,2 annuels, et on respecte le critère de fertilisation qui est de 30-30-90 kg par hectare en NPK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette mesure-là? Bon, alors, plein d'animaux et peu de plein de surface et peu d'animaux. Oui, c'est En à fait, peu c'est près ça, ça. hein. Et bah allez, protection d'espèces. Protection d'espèces, pour ceux qui ont un peu l'habitude des MAEC, c'est ce qu'on connaissait avant sous le nom de retard de fauche. En fait, c'est un décalage des pratiques. En gros, on a une date de référence qui est le 25 mai, à laquelle on applique un décalage des pratiques dans la parcelle. Dans l'Aube, on a 3 niveaux qui sont déclinés, le niveau 1, le niveau 3, le niveau 4, avec forcément des niveaux de rémunération différents, 82, 200, 254 euros par hectare, et bien évidemment, un cahier des charges qui se durcit aussi en fonction des niveaux. Ce qui est intéressant sur cette mesure-là, c'est qu'on peut l'appliquer aux prairies permanentes, bien évidemment, mais aussi aux prairies temporaires, aux jachères dites 001, donc c'est les jachères couverts herbacées, c'est les toutes simples, et également aux couverts dits MLG, donc mélange légumineuse et graminées. La codification, c'est toujours la même chose, aussi bien en Natura 2000, donc GE Grand S 10 Aube XN Natura 2000, et après c'est ESP1, ESP3, ESP4, pour l'abréviation finalement de protection d'espèces. Et on varie, puisqu'elle est aussi disponible sur Eau Biodiversité 2, donc c'est notre fameux 10X2, et sur Zone humide 101E. La plus simple quand on a un usage finalement de la parcelle, c'est notamment la niveau 1. La niveau 1, elle consiste en quoi? Elle consiste finalement simplement à la mise en place d'une mise en défend de 10% de la surface engagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai toujours mes 12 hectares, il faudra que je mette en défend 1,2 hectares de mes 12 hectares. Et mettre en défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire 0 intervention du 1er janvier au 31 juillet. Donc en fait, c'est une bande enherbée, alors qui peut être en un seul tenant ou en plusieurs spots, que l'on laisse en herbe jusqu'au 31 juillet. C'est intéressant dans le sens où on peut très bien, dans ces mises en défend, mettre les pointes de parcelles, mettre les zones qui sont plus humides et qui sont un peu plus compliquées à faucher. Elles peuvent aussi être regroupées, c'est-à-dire que si vous engagez 2, 3, 4 parcelles en ESP1, et bah, vous pouvez très bien regrouper la mise en défense sur une des 4 parcelles, et du coup, bah, vous avez cette parcelle-là qui était peut-être déjà plus tardive, plus humide en mise en défend, et tout le reste, vous avez la possibilité de l'exploiter assez librement, puisque la seule condition, c'est le niveau de fertilisation qui est limité à 50 kg, encore une fois, d'azote utile par hectare et par an. Donc ça permet quand même déjà de faire pas mal de choses. Donc voilà pour le niveau 1. En gros, niveau 1, c'est je peux faucher, pâturer normalement, sauf sur 10% de la surface que j'engage. Je passe d'abord au niveau 4, parce que le niveau 3, c'est un peu un mix du niveau 1 et du niveau 4. Le niveau 4, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on connaissait classiquement par le passé, c'était le retard de fauche au 15 juillet. Là, on a un petit peu avancé la date, puisqu'on arrive au 9 juillet inclus, donc à partir du 10 juillet, vous pouvez éventuellement sortir. Et en gros, c'est un retard d'utilisation de 45 jours par rapport à notre date de référence qui est le 25 mai. Donc en gros, ces parcelles qui sont engagées en ESP4, c'est des parcelles sur lesquelles on ne touchera pas à la parcelle du 1er janvier au 9 juillet. Et finalement, notre niveau 3,
qui est un peu un intermédiaire, où en fait vous aurez votre parcelle que vous ne faucherez pas, ne pâturerez pas, ne broyerez pas avant le 30 juin. Et finalement, en plus, vous avez 5% à mettre en défense. Donc vous aurez 5% que vous ne faucherez pas, pâturerez pas, broyerez pas avant le 31 juillet. Donc c'est un petit cumul des deux. Pas de fertilisation au niveau 3, au niveau 4. Et donc on est à 200 et 254 euros. Comme je l'avais mentionné tout à l'heure, elles sont cumulables avec les MAEC préservation des milieux humides. Donc typiquement, j'ai une parcelle que je pâture qui est humide, où j'ai pas effectivement un gros taux de chargement, donc elle est OK pour milieu humide. Et en plus de ça, je sais que j'ai telle zone au fond de la parcelle qui est en roseau ou je ne sais quoi. Je l'isole et en gros, j'ai mes 10% de mise en défense. Et du coup, au lieu d'avoir 201 euros, j'aurai 283 puisque je vais cumuler l'indemnité de milieu humide et l'indemnité de l'ESP niveau 1. Voilà le genre de combinaison qu'on peut faire. Ce qui est intéressant également, bon, pas de phytosanitaire, ça on en a déjà un petit peu parlé, ce sera vrai pour toutes les mesures, mais c'est qu'on peut éventuellement ajuster le retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je prends un niveau 4, qui est un retard de 45 jours, hein, qui est demandé, les 45 jours sont à la moyenne des surfaces engagées. On retrouve un petit peu le même principe que pour les préservations des milieux humides. J'engage mes 12 hectares, j'ai 2 parcelles. Il suffit par exemple que j'ai une parcelle un peu plus humide, un peu plus tardive et une parcelle peut-être un peu plus précoce. Je peux me dire, j'avance un petit peu la date de fauche plutôt que d'être au 10 juillet. Je vais essayer de la mettre fin juin. Donc j'avance une dizaine de jours sur 50% de ma surface. Et pour que ça puisse passer au niveau cahier des charges, je pourrais décaler d'autant, donc au moins 10 jours, la fauche, le pâturage sur les 50% restants de ma surface engagée. Donc ça permet dans certains cas, quand on engage plusieurs parcelles et qu'on a des parcelles que l'on sait un peu plus précoces, entre guillemets, ou que l'on sait un peu plus intéressantes d'un point de vue valeur fourragère, d'avoir cette souplesse-là, d'avancer un peu l'usage tout en reculant celui-ci sur d'autres parcelles où on sait que de toute façon on ressort rien ou de toute façon on n'y met pas les pieds parce que c'est gorgé de flotte. Enfin, voilà. Ça permet un petit peu cet ajustement-là au cas par cas en fonction voilà, des profils, des parcelles, des besoins des exploitants pour gagner un petit peu en souplesse sur ce type de mesure-là. Et si on a du pâturage, on a toujours notre encadrement de taux de chargement moyen annuel de 1,2. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Non. On est tout bon? Ok. Autre mesure, mais qui cette fois-ci va être uniquement sur du Natura 2000, c'est la mesure dite surface herbagère et pastorale que l'on va proposer plutôt en cumul pour revaloriser peut-être une protection d'espèces ou une préservation des milieux humides, puisqu'elle est rémunérée à 51 € hectare. Elle ne peut s'appliquer que sur des prairies permanentes et le seul critère d'entrée qui est là, c'est d'avoir au moins 4 plantes bio-indicatrices sur chaque tiers de la prairie. Donc en gros, on fait un petit inventaire flore. Et si on a ces 4 plantes-là, on peut prétendre aux 51 € par hectare supplémentaires. Au-delà de ça, il n'y a pas de contraintes supplémentaires par rapport à des MAEC protection d'espèces ou des MAEC milieu humide. Puisqu'on peut fertiliser, on n'est pas limité sur cette mesure-là. La fertilisation minérale est plutôt à proscrire comme on a déjà le cas en milieu humide ou en protection d'espèces. La seule obligation, c'est d'avoir un minimum d'utilisation de la parcelle, soit par fauche, soit par pâturage ou éventuellement par broyage quand on n'a pas d'autre solution. Mais c'est la seule condition, c'est avoir les 4 plantes en entrée et puis après, savoir un minimum d'utilisation de la parcelle si on l'engage dans cette MAEC-là. Mais ça permet la plupart du temps, dans les plantes bio-indicatrices, on va regarder ça, on a des choses quand même assez accessibles, donc ça permet d'aller rémunérer un petit peu plus le niveau d'engagement, hein, typiquement une protection d'espèces niveau 4, donc à 254 €.
on peut la booster à 305 € en allant chercher cette surface herbagère quand on a les 4 plantes bioindicatrices. Ce qui se fait, nous, généralement, c'est que ceux qui sont intéressés potentiellement pour ce type, ou en tout cas éligibles à ce type de mesure-là, on leur préconise de saisir de toute façon le code au moment de leur déclaration PAC. Nous, on vient contrôler au mois de mai, au mois de juin, au tout début juillet, si on a bien les plantes bioindicatrices. Si elles y sont, on peut maintenir la mesure. Si elles n'y sont pas, on fait une modification du dossier et on fait sauter le code. Mais voilà, on va dire, ça peut être la petite cerise sur le gâteau. Quand on est en zone Natura 2000, on peut potentiellement valoriser d'autres MEEC par cette mesure-là. Dans les mesures, dans les plantes éligibles, on retrouve des choses assez basiques. On peut retrouver la marguerite, on peut retrouver le trèfle blanc, on peut retrouver des aquilées pour ceux qui connaissent, des gestes, des choses comme ça. Donc, même s'il y a des trucs assez complexes, il y a quand même, on va dire, une bonne dizaine d'espèces, à peu près la moitié, qui sont quand même assez communes dans nos secteurs. Et en fait, on les retrouve assez régulièrement dans nos prairies sans trop de difficultés. Donc, si vous êtes concerné, il faut quand même se poser la question éventuellement de cocher cette case-là pour aller chercher les 51 € supplémentaires sans trop se contraindre de beaucoup de critères en plus par rapport à des MEEC, ESP ou milieu humide. Autre mesure localisée, c'est la fameuse mesure création de couverts d'intérêt faunistique et floristique. Elle est rémunérée à 652 € hectare. Ne peut s'appliquer qu'aux terres arables, culture pérenne éventuellement. Et pour les cas terres arables où on a un code jachère, prairie temporaire, mélange légumineuse graminées ou graminées pures, il faut que ces codes surface en herbe aient moins de 3 années de déclaration PAC. C'est-à-dire que, par exemple, pour un engagement en 2026, il ne faut pas que la parcelle que vous souhaitez engager ait été déclarée jachère, prairie temporaire, MLG ou graminée à la PAC 2023. C'est au maximum 2 années de déclaration PAC successives. Bien évidemment, si en 2023 c'était un orge, un blé, un tournesol ou autre chose, vous êtes bon, vous êtes dans les clous. Si cette année c'est une zone cultivée, vous êtes dans les clous aussi. C'est aussi valable pour les parcelles qui sont en reconduction. Pour ceux qui étaient coutumiers des anciennes programmations, c'est souvent la MEEC qu'on codifiait GC01. Donc là, vous aviez une MEEC déjà engagée en GC01, vous pouvez la reconduire dans ce même type de mesure, pour le même type de rémunération. La codification, GE10XN toujours, et l'abréviation de la MEEC, c'est CIF pour couvert d'intérêt faune et flore. Donc, présente en Natura 2000, présente sur la zone au sud de la Voirie de l'Héronne et présente sur zone humide, donc dans le corridor entre vallée de Seine, vallée de l'Aube et secteur Voirie-Rhône. En quoi ça consiste? Le principe de base, c'est de reconvertir une terre arable en un couvert herbacé. Donc ça passe par une étape de semis, pas toujours, mais c'est le principe de base. Et le semis, s'il y a semis, il doit être composé au moins de 5 espèces. Une graminée, une fabacée ou légumineuse et 3 autres. Donc ça peut être une marguerite, ça peut être un plantain, ça peut être une centaurée, ça peut être tout un tas de choses. Ce qui est très important, c'est que si vous semez, il faut que vous garantissiez en cas de contrôle la présence de ces espèces-là pendant vos 3 années d'engagement. C'est-à-dire que si vous êtes contrôlé par exemple en 2029, en dernière année, il faudra bien que le contrôleur retrouve la graminée, la fabacée et les 3 autres espèces qui auront été semées. Donc ça, c'est quand même un critère assez fort, alors qui est un peu plus simple, comme on est passé à finalement 3 ans d'engagement et plus à 5. Mais il faut quand même faire attention parce que il ne s'agit pas d'aller semer typiquement des plantes annuelles qui vont être présentes l'année 1 et qui sont plus présentes l'année 3. Donc là-dessus, pareil, au moment du diagnostic,
on vous guide, on vous donne quelques conseils, et puis de toute façon, a posteriori, généralement en 3e année, on refait toujours un petit tour de parcelle pour s'assurer que les plantes qui doivent être là sont toujours bien là. On peut avoir 2 autres options. La première, c'est bien évidemment si c'est une reconduction. Donc vous sortez d'un engagement similaire que vous voulez reconduire, vous n'avez pas d'obligation de ressemer. Ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, c'est si vous êtes dans une zone inondable ou ce qu'on appelle une zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique et floristique de niveau 1. Donc ça, nous, on a les cartographies. Et si vous êtes dans ces secteurs-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un retour de végétation spontanée. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation de semer le couvert de 5 espèces. On considère que parce que c'est inondable, de toute façon, ça ne sert à rien de balancer des semences qui vont partir dans l'eau, ou parce que vous êtes dans une zone à enjeu floristique, on va essayer de laisser revenir la végétation naturelle sur la parcelle. Ce qui est très intéressant dans ces 2 cas de figure-là, soit de la reconduction, soit du retour naturel, c'est que vous êtes du coup dispensé, bien évidemment, de l'obligation des 5 espèces à maintenir pendant les 3 ans. Donc c'est un peu plus simple. L'obligation forte, bien évidemment, c'est aussi qu'il ne faudra pas utiliser cette parcelle-là du 1er mars au 31 août. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi autant rémunérée. C'est qu'on sait très bien que contrairement à d'autres MEC, dans ce cas de figure-là, on n'a absolument aucune opportunité de valorisation du foin, que ce soit par fauche ou par pâturage. Donc ça, c'est le critère fort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais vous devez implanter un couvert, vous pouvez le faire jusqu'au 10 octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, admettons, vous avez en tête peut-être une parcelle qui en ce moment est en orge, en blé ou autre, vous pouvez parfaitement la demander en MAEC SIF, faire la moisson tranquillement cet été, et après moisson, implanter le couvert, et vous pourrez prétendre à la MEC création de couvert. Donc on n'est pas complètement bloqué, dans le sens où aujourd'hui les assolements sont en place. Ça peut être aussi des parcelles auxquelles on pense et qui sont peut-être pas de grande qualité. On fait la moisson tranquillement et on se pose la question de l'implantation du couvert ou d'un retour de végétation spontanée post-récolte. On a quand même un critère important, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la superposition des programmations. On a un critère quand même fort qui est une limite, un plafonnement de ce type d'MFC-là à 5 hectares par exploitation. On peut avoir ponctuellement des compléments de l'agence de l'eau, ça c'est au cas par cas, mais le principe de base c'est 5 hectares par exploitation avec la transparence GAEC. Donc si vous êtes 2 associés, c'est 10 hectares, si vous êtes 3 associés, ça peut être 15 hectares. Mais le principe de base, c'est qu'effectivement, comme c'est la MEC la plus rémunératrice et que l'enveloppe budgétaire est un peu serrée, ils ont mis un plafond à 5 hectares par exploitation. Et au niveau des coûts des semis, on est grosso modo, là ça a quand même pas mal baissé cette année, on sera plutôt autour des 200-250 euros hectares d'implantation sur des semis de grande, nous ce qu'on appelle de qualité, c'est-à-dire avec du végétal local et des espèces sauvages. Voilà, pour donner un petit peu une idée. Ce qui est aussi à programmer, c'est que ce sera des parcelles qui, en 2e année, donc dès la PAC 2027, il faudra les déclarer en jachère. Alors, il y a 2 options. Soit on déclare ça en jachère dit 001, donc couvert herbacé, où là, vous serez tenu de ne pas intervenir du 1er mars au 31 août. Ou alors, vous pouvez aussi classer ça en jachère 003, donc plutôt dit de couvert mellifère, où là, on passe du 31 août au 15 octobre. En l'état, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à faire ça, puisque vous ne serez pas plus rémunéré, et parce que tout ce qui est jachère aujourd'hui n'apporte plus rien à la PAC, et donc vous n'aurez pas plus de points en mettant ça en 003 plutôt qu'en 001. Et puis vous allez un peu vous compliquer la vie, je pense, avec une date au 15 octobre pour un éventuel entretien. Donc autant se simplifier la vie et déclarer ça en 001 dès 2027. Pourquoi ils demandent ça?
c'est tout simplement pour se raccrocher au contrôle satellite. C'est comme ça que leur algorithme fonctionne et en gros, ça leur permet de plus facilement détecter si jamais la parcelle a été pâturée, fauchée au mois de juillet. Comme elle est déclarée jachère, ils ont la capacité de faire la corrélation et c'est comme ça qu'ils contrôlent. Le gros intérêt aussi de cette mesure-là, c'est qu'au bout des 3 ans, là ça paraît logique, mais quand on était à 5 ans, ça l'était un peu moins, vous récupérez une terre arable. Il n'y a pas de question derrière de repasser en PPH, en prairie permanente, au bout de l'engagement. L'âge de la parcelle du couvert en herbe se fige au moment de l'engagement. Donc même si vous engagez une jachère qui a déjà 1 an, elle aura toujours 1 an quand vous la récupérez en 3e année. Donc ça, c'est quand même important. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Dites-moi. Hein. Donc, enfin, je voudrais quand même avoir une précision. Au bout des, tu dis que les couverts, ils peuvent devenir 3 ans. Oui. Enfin, je sais pas si c'est des années sèches ou voilà où les couverts disparaissent. Il faudra ressemer éventuellement avant la 3e année en cas de Oui, s'il y a au moins une espèce qui disparaît. c'est ça. Après, sur ce critère-là, alors, de toute façon, quelle que soit la MAEC, il y a une obligation de maintien du couvert. En gros, ça veut dire qu'il faut qu'au moins 50% de la parcelle qui doit être en herbe soit bien en herbe. Donc, ça peut des fois être contraignant quand on a des dégâts de sanglier, des choses comme ça. Mais ce qui peut être un peu risible, mais malheureusement, c'est comme ça. Il suffit d'avoir une fleur de l'espèce qui doit être présente pour être bon par rapport aux critères du cahier des charges. C'est-à-dire que, admettons, le couvert s'est largement dégradé en 3 ans parce que inondation, parce que coup de chaud. Il suffit de se dire bah, sur les 5 hectares ou les 4 hectares, je regrade peut-être un coin et je ressème finalement sur 0,1, 0,2, 0,3 hectares et j'ai pas l'obligation d'avoir une homogénéité de mon couvert sur la totalité de la parcelle. Le contrôleur, s'il trouve un pied, 2 pieds, il ne peut pas retenir d'anomalie par rapport à ça. Il n'y a pas de question de densité ou de représentativité des espèces cibles. Donc là-dessus, ça, entre guillemets, simplifie un petit peu les opérations éventuellement de ressemis, en sachant, quand je vous parlais de couvert à 200 euros, 250 euros, c'est parce que nous, on passe avec un semencier qui a l'habitude de travailler avec des semences locales et sauvages et qu'on flèche bien évidemment des espèces qu'on retrouve déjà assez couramment dans le milieu naturel. Dans l'idée de se dire, de toute façon, on sait que naturellement, elles sont quand même présentes dans le milieu et qu'avec un peu de chance, au-delà du semis, il y aura peut-être un peu de stock de graines dans les parcelles ou à côté. Et de ce fait-là, on va avoir un peu une présence naturelle dans les parcelles. Type lotier, type trèfle blanc, voilà, trèfle nain, c'est des choses qu'on préconise bien évidemment en fonction aussi de la nature de la parcelle, si c'est une parcelle séchante, si c'est une parcelle qui est plutôt fraîche, etc. etc. La Donc voilà. facture peut faire peut-être foi aussi, non? Là, alors, oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, enfin, si on est toujours dans les mêmes dynamiques de contrôle, le contrôle sur cette mesure-là, en fait, il contrôle 2 choses. Il va contrôler l'implantation. Donc effectivement, là, c'est la facture qui va faire foi. En gros, bah, moi, j'ai bien implanté, j'ai ma facture qui correspond à la surface que je devais implanter. Et ils vont contrôler aussi la composition. Ouais. C'est-à-dire que bah, si, ok, vous avez implanté, mais défaut de composition, donc en fait, vous avez une anomalie, alors qui sera bien évidemment divisée par 2 hein, par rapport à une anomalie complète. Mais vous avez quand même une anomalie, vous avez un droit, enfin vous avez une obligation d'implantation quand on est sur du semis, quand on est sur de la reconduction ou du retour de végétation spontanée, on est exempté de cette obligation d'implantation. Mais sur la composition, effectivement, bah, à un moment donné, il faut effectivement la légumineuse, la graminée, les 3 autres espèces. D'où l'intérêt, on le voit très bien sur les anciennes programmations où ça ne s'était pas fait, mais vraiment l'enjeu du côté zone inondable, où quand on peut activer ce levier-là, c'est hyper important parce que dans ces secteurs-là, c'était juste intenable, quoi. Donc,
Ça, c'est voilà, c'est une petite victoire entre guillemets sur ce critère-là où on peut gagner en souplesse. Mhm. Mais zone inondable, s'il n'y a qu'une partie de la parcelle qui est inondable, ça Faut sera. au moins 50% de la zone, de la parcelle. D'accord. Alors, après, l'avantage, c'est que c'est nous qui arbitrons. Donc, si on est à 48-49%, il y a pas, voilà, on peut trancher. Après, bien évidemment, si on a que 10%, on n'a qu'une toute petite pointe, ça ne Mhm. marchera pas. Mais il faut au moins 50% dans la zone inondable, effectivement. Ok. Mhm. Petit récap aussi sur les cumuls. Donc, on parlait tout à l'heure. Hop, là, je récupère la souris. Des protections d'espèces, hein, nos fameuses ESP 1, 3, 4 qui étaient cumulables avec nos MHU ou notre fameuse surface herbagère, donc les petites fleurs qui sont aussi cumulables avec nos fameuses ESP. Par contre, voilà, vigilance. On va parler après des MAUC un peu plus système, hein, donc c'est nos EDI dans le secteur. Elles ne sont pas forcément cumulables avec toutes les mesures. Par exemple, une zone intermédiaire qu'on va détailler juste après ne sera pas cumulable avec une création de couvert. Ou également, quand on perçoit des aides bio, notamment sur la CAB, on peut avoir des conflits sur les cumuls. C'est aussi vrai avec les PSE, donc les paiements pour services environnementaux, même si on n'en a pas beaucoup aujourd'hui sur le département. Quand on est sur un secteur de la forêt d'Orient, qu'on a un PSE milieu humide porté par le parc d'office, on ne peut pas prétendre à des MAEC. Et ça va être aussi le cas avec tous les paiements pour services environnementaux que le syndicat des eaux souhaite développer sur les aires de captage. Donc, notamment pour s'il y en a qui sont concernés sur le secteur de l'huître, il y a un PSE culture à bas niveau d'intrants. Si on a contractualisé au PSE, on ne peut pas aller chercher une MAEC supplémentaire. Donc ça, c'est les petites questions de cumul où des fois on peut, des fois on ne peut pas. Et chose quand même importante que je n'ai pas évoquée, mais bien évidemment, quand on parle des MAEC, on parle aussi de enregistrement des pratiques. Vous avez tous l'habitude, mais quand vous faites une MAEC et que vous êtes contrôlé, on a parlé de la facture tout à l'heure. Le contrôleur viendra éventuellement sur le terrain voir s'il y a les espèces implantées, mais surtout, il vous demandera aussi votre cahier d'enregistrement, c'est-à-dire ça peut être un fichier informatique, ça peut être un cahier manuscrit tout simple. Il n'y a pas de format, défini. Nous, on vous fournit généralement toujours une matrice où vous avez l'ensemble des éléments que vous pouvez éventuellement enregistrer. Alors, c'est très exhaustif, ça peut faire des fois un peu peur, mais finalement, quand on est dans l'usage, il y a peut-être qu'une ou deux colonnes qu'on utilise réellement. Mais vous êtes tenu de faire ce cahier d'enregistrement-là, puisque le contrôleur va regarder j'ai fauché à telle date, vous étiez censé ne pas faucher avant telle date, vous êtes bien dans les clous. Vous avez fertilisé à telle dose, ok, on est dans les clous, etc. etc. Donc en gros, c'est votre cahier de suivi de vos pratiques sur les parcelles que vous engagez. Donc il faut quand même l'avoir en tête. C'est pas le tout de contractualiser, il faut avoir un petit peu de vigilance là-dessus, puisqu'en cas de contrôle, ça vous sera demandé, ça fera aussi bonne impression, j'ai envie de dire, quand un contrôleur voit que le cahier d'enregistrement est sérieux, est tenu et voilà, est propre. Forcément, il y a un peu plus de tolérance, il y a des petites anomalies, des choses comme ça. Ça passe toujours mieux quand c'est carré, en sachant que, tant qu'on est à parler des contrôles, vous êtes prévenu en gros 48 heures à l'avance. Donc vous avez un petit peu le temps de revoir, de recaler les choses. Dans ce contexte-là, on peut vous donner un coup de main également. On est présent aussi pour ça. Mais bien évidemment, ce n'est pas en 48 heures qu'on rattrape des fois 3, 4, 5 ans d'absence de saisie. Donc voilà, ayez ça en tête. Une MAEC, ça se suit également. Petit focus sur les MAEC système. Donc là, on est plutôt, si vous vous souvenez, sur la partie zone intermédiaire. Donc en gros, sud de la forêt d'Orient, Barrois, Barsécanet, sud de la zone du Chaours. Donc en fait,
mesure système, peut-être déjà avant d'attaquer. Mesure système, c'est des mesures qui s'appliquent à 90% des surfaces éligibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la surface éligible de la MEEC, c'est les terres arables, il faudra appliquer le cahier des charges à 90% de vos terres arables. Si c'est les prairies permanentes, ce sera à 90% de vos prairies permanentes. Or, nous, dans l'Aube, on a uniquement des MEEC systèmes qui s'appliquent aux terres arables, mais en Haute-Marne, par exemple, on peut avoir des MEEC systèmes qui s'appliquent aux surfaces en herbe. Pour y prétendre, il suffit d'avoir une parcelle dans la zone éligible. Donc, admettons, votre noyau du parcellaire, par exemple, est autour de Brienne, mais vous avez une ou deux parcelles du côté de Bar-sur-Aube, de ce secteur-là. Vous pouvez prétendre à ce type d'MAECA. Donc, ce n'est pas forcément en majorité, c'est vraiment on n'a besoin que d'une seule parcelle pour pouvoir prétendre à ce type de mesure. Une fois qu'on a dit ça, donc on a deux déclinaisons qui sont assez similaires. MAEC grande culture en zone intermédiaire et l'autre qu'on verra un tout petit peu après, c'est polyculture élevage en zone intermédiaire. Leur cahier des charges est très très proche. Grande culture, on est rémunéré à 92 € de l'hectare, donc on arrive finalement assez vite au plafond des 10 500 puisqu'il suffit d'engager finalement au moins 114 hectares. Donc on va assez vite sur le plafond. On est considéré comme grande culture quand on a au moins 80% de notre SAU dite de grande culture. Donc je vous passe le détail parce qu'il y a toute une liste, c'est ce que vous voyez en dessous. C'est les codes céréales, c'est les codes oléagineux, ça va être tout ce qui va être chambre, ça va être tout ce qui va être légumineuse, etc., etc. Mais voilà, on fait un calcul, soit on a plus de 80%, et dans ce cas de figure-là, on est bien sûr de la MEC grande culture. Si on a moins de 80%, c'est pas dramatique, on est juste rebasculé en classification polyculture élevage. Dans les critères du cahier des charges, l'élément important, c'est d'avoir au moins 20% des terres arables en culture bas niveau d'intrants. Ça veut dire j'ai une exploitation de 100 hectares. Sur mes 100 hectares, il faudra que je garantisse pendant les 3 années consécutives de l'engagement au moins 20 hectares en culture à bas niveau d'intrants dans lesquels j'ai notamment le sarrasin, le chanvre, le tournesol, tout ce qui va être légumineuse, tout ce qui va être pois, tout ce qui va être MLG, MLC. Les jachères sont aussi incluses là-dedans, les prairies temporaires aussi, et tout ce qui pourrait être surface en bio, mais sur lesquelles on n'a pas d'aide en l'état actuel. Donc ça permet d'avoir pas mal de choses. Le petit coup de pouce, on va dire, qu'on peut avoir, c'est notamment le tournesol, qui permet d'aller chercher quand même assez facilement ces 20%. Si jamais vous êtes rebasculé plutôt en polyculture élevage, donc c'est l'autre déclinaison, si vous êtes en dessous de moins de 80% de grande culture, le taux de BNI annuel à garantir n'est plus de 20%, mais de 30%. C'est vraiment la seule différence, c'est vraiment le palier de difficulté, on va dire, puisque 30%, par contre, ça commence un peu plus à causer, mais c'est le constat, la logique du ministère là derrière, c'est de dire on est sur des structures plutôt orientées élevage, polyculture élevage, donc on est censé avoir un peu plus de légumineuses déjà dans l'assolement, donc on monte un petit peu le curseur. Une fois qu'on a ces 20%... Oui, mais ça ne prend pas en compte les prairies permanentes. Non, tout à fait. Ce serait trop simple. Une fois qu'on a ces 20%, et c'est là où ça se complique autant sur d'autres MAEC, le fait que ça passe à 3 ans au lieu de 5 simplifie un peu la vie. Là, ça nous la complique quand même un petit peu plus. Pourquoi? Alors, il y a le premier critère qui est de dire pas de retour d'une même culture 2 années de suite sur au moins 90% de nos terres arables, ce qui permet d'avoir, on va dire, une petite marge de sécurité pour les parcelles où on sait qu'on fait que du maïs ou que des choses comme ça. Là, on peut les éjecter, on n'est pas forcément tenu d'appliquer ce critère-là.
Par contre, la difficulté vient de la suite, c'est-à-dire que avant c'était sur 5 ans et maintenant c'est sur 3 ans. Il faut assurer sur les 3 ans pour chaque parcelle, pour au moins 90% des terres arables, une culture d'hiver, une culture de printemps, un BNI ou une légumineuse. Ou après, ça peut être aussi des questions de légumineuses pluriannuelles ou de prairies temporaires, mais ça resserre quand même fortement les choses en termes de rotation. Ça, c'est un critère qui, quand même, au vu des 3 ans, durcit quand même fortement cette mesure-là. Parce qu'avant, on pouvait éventuellement enchaîner plusieurs cultures de printemps, plusieurs cultures d'hiver, on avait les 5 ans pour l'appliquer. Là, on n'a plus trop, enfin, on n'a même plus du tout de marge de manœuvre. Il faut bien qu'on ait, alors pas forcément dans cet ordre-là, hein, ça peut être l'inverse, ça peut être la culture de printemps en premier, peu importe. Mais ça demande un petit peu de gymnastique et surtout de bien calculer son coût à l'avance, dans le sens à ne pas se retrouver comme on a pu être des fois en difficulté là, avec quelques exploitations, avec des années où on se retrouve avec beaucoup de culture de printemps et malheureusement c'est l'année où ça fait pas et c'est sûr qu'effectivement il y a 10 500 € à la clé, mais quand ça fait pas, ça fait un petit trou dans la caisse quand même, quoi. Donc bien calculer son coût, pareil, nous en diagnostic on vous accompagne là-dessus, hein, on essaye de se projeter un peu sur tout ça pour être bien dans les clous et pas qu'on se retrouve en difficulté en deuxième ou en troisième année, mais c'est quand même un critère à avoir en tête. Il y a toute une gymnastique de rotation à mettre en place sur cet MEC-là. Ce qui veut dire aussi, on avait un petit peu le cas précédemment où on avait des exploitations qui s'engageaient et qui s'appuyaient beaucoup sur le tournesol comme seul BNI. Forcément, avec tout ça, on ne peut pas se reposer que seulement sur le tournesol. Il faut un petit peu d'autre chose pour qu'au niveau BNI, ça puisse tourner. Dernier élément du cahier des charges, c'est d'avoir au moins 1% des terres arables de l'exploitation en jachère mellifère en deuxième année. C'est-à-dire qu'à la PAC 2027, il faudra que dans votre assolement, vous ayez une jachère déclarée mellifère pour un équivalent de surface de 1%. Pour ceux qui étaient sur 5 ans, ils avaient en critère supplémentaire en quatrième année d'avoir au moins à leur PAC 0,2% de leur terre arable plantée en haie. Donc soit une haie existante qu'on rattachait, soit une haie à planter au bout de la quatrième année. Mais ça, du coup, comme vous êtes sur des engagements de 3 ans, vous serez dispensé de cette obligation-là, comme de l'obligation de formation. Donc ça, c'est une mesure quand on a des assolements, quand on a une bonne diversité de rotation qui s'y prête assez bien, mais voilà, vraiment prudence sur la rotation à pas se retrouver coincé parce que des fois, ça peut coûter plus cher que les 30 000 € qu'on va chercher sur 3 ans, quoi. Dans le Barrois, c'est assez compliqué tout ça, hein. Ça, ouais. Bah, J'ai des espoirs. Alors ça on se va fait, hein. gagner d'un côté, puis on va perdre de l'autre, hein. Faut calculer. Faut calculer. Je peux pas dire mieux. J'ai des exploitations sur vraiment au cœur du Barrois qui sont lancées. J'en ai pour lequel ça marche bien. Et j'en ai d'autres qui, effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure, qui ont loupé un coche et qui se retrouvent avec beaucoup d'orge de printemps ou autre. Et c'était pas l'année où il fallait forcément faire ça. Et ça n'a pas trop bien marché. Et c'est sûr que sur les 50 000 €, in fine, il va leur rester 30 000, quoi. La déclinaison polyculture élevage, alors je passe très vite parce que c'est strictement la même chose. La seule différence, c'est qu'on est à 30% de bas niveau d'intrant au lieu de 20% minimum et la rémunération est de 69 € hectare au lieu de 92. Bon, ça ne change pas grand-chose puisque dans la plupart de nos systèmes, de toute façon, on va chercher le plafond. Là, au lieu d'être à 114 hectares, on est à 149. Donc la plupart du temps, ça passe. Et ça n'a pas de grande signification. Mais sinon, on retrouve exactement la même obligation avec les rotations, la succession de la même culture qui est interdite, etc. etc. Et pour terminer, donc ça c'est la dernière MAEC système qui s'applique uniquement sur l'aire de captage de Bar-sur-Aube, qui a été demandée par le syndicat des eaux. Qui est la MAEC système dite de réduction des phytosanitaires.
où là, on est un peu sur la même logique que zone intermédiaire, mais encore en plus compliqué, dans le sens où, effectivement, on va devoir appliquer le cahier des charges à 90% des terres arables. Ça va s'adresser plutôt aux grandes cultures, puisqu'il faudra au maximum 10 UGB d'herbivores déclarés à la PAC. L'intérêt, c'est qu'on peut engager, enfin, on est revalorisé à 201 € hectare, donc on est quand même pas mal. Mais par contre, on a deux fortes contraintes. La première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à nouveau une obligation, c'est ce que vous avez juste là, hein, 10% de BNI dans les terres arables. L'interdiction d'un retour d'une même culture d'une année sur deux, rien de très compliqué. On a notre jachère mellifère, également à hauteur de 1%. Mais par contre, on a un encadrement sur les IFT. On attend encore le détail. L'agence de l'eau doit nous le valider. Mais ça nous amènerait a priori sur quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire des IFT en deuxième année au maximum de 1,96 sur la totalité de l'exploitation ou de 2,75 en hors herbicide sur l'ensemble de l'exploitation. Donc ça fait quand même de sacrées valeurs à aller chercher avec une déclinaison aussi au niveau des surfaces engagées puisqu'on passe de 1,56 à 0,87, de 2,20 à 1,06. Donc c'est un sacré challenge à aller chercher sur cette mesure-là. Donc voilà. Donc ça c'est la mesure qui est sur Bar-sur-Aube. On avait proposé au SDDEA et à l'Agence de l'eau de travailler aussi sur des remises en herbe, comme on a pu parler tout à l'heure des créations de couverts d'intérêt faune-flore. Ça a été refusé et aujourd'hui, il n'y a que cette mesure-là qui a été acceptée par les financeurs. Voilà sur les cahiers des charges. Je vous laisse mes coordonnées. Donc ça, plutôt de ma partie. Hein, donc Jérôme, donc pour la partie Aube. S'il y a des sujets sur la Haute-Marne, c'est plutôt ma collègue du coup Fanny qui prendra le relais, qui est un peu plus calée dans l'opérationnel sur la partie Haute-Marne. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des doutes ou besoin d'un peu plus de pratico-pratique, hein, parce que là on balaye, ça vous donne un peu les opportunités, mais bien évidemment qu'il faut étudier ça au cas par cas. N'hésitez pas à me contacter, à me faire un message, à me faire un mail, on prendra le temps pour. Idem, si vous avez des personnes qui sont potentiellement intéressées ou qui ont une question sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les renvoyer vers moi. Logiquement, on a renvoyé un mail et des SMS à tous ceux qui avaient des parcelles éligibles pour la campagne 2026. Donc ils ont, j'espère, vu au moins passer l'information une fois qu'ils avaient un potentiel par rapport à ça. Après, voilà, on l'examine au cas par cas. Si c'est faisable, c'est faisable. Si ça ne l'est pas, bon, bah, au moins, le doute est enlevé, en sachant que 2026 devrait être a priori, je pense, la dernière année avec des budgets. 2027 s'annonce quand même très compliqué. Et puis, 2028, on devrait progressivement basculer sur la prochaine programmation avec, du coup, un nouveau catalogue, de nouvelles mesures, de nouveaux financements. Et donc là-dessus, à voir ce qui nous sera proposé et ce qui sera défendable. Ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions.